Les pilotes de la Luftwaffe, qui aperçurent pour la première fois le chasseur Bristol à fuselage proéminent en combat à la fin du 1940, firent ce que tout aviateur expérimenté aurait fait. Ils évaluèrent leur adversaire. Ce qu'ils virent ne les inquiétait pas particulièrement. L'appareil était énorme pour un chasseur, avec un fuselage qui paraissait disproportionné. Comparé à l'élégant Messmith Bf-10 qu'il était censé affronter. Ces deux moteurs lui donnaient une allure imposante. Certes, mais son gabarit massif évoquait quelque chose de rustique, voire de maladroit. Les rapports des services de renseignement allemands des premiers affrontements le décrivaient comme lourd et pâteau dans les virages, dépourvu de la grâce acrobatique des chasseurs monomoteurs. Certains équipages de la Luftwaffe commencèrent à le dédaigner, persuadés de pouvoir facilement manœuvrer ce nouveau venu britannique. Il osait engager le combat. Cette confiance dura précisément jusqu'à la première salve de tir. Ce que ces pilotes allemands ne pouvaient pas voir de l'extérieur, c'était la disposition de l'armement concentré sous le fuselage du chasseur. 4 canons Hispano Mark II, d'un calibre de 20 mm chacun, étaient montés en formation serrée sous le fuselage avant, contrairement à certains avions équipés de canons répartis sur les ailes, où la convergence des tirs crée des espaces vides. Ces 4 canons tiraient quasiment en parallèle, créant un cône de destruction d'environ 1 mètre de large à 250 mètres de distance. Lorsqu'un pilote de chasse pressait la détente, il ne tirait pas une rafale de balles, mais projetait un véritable mur d'obus explosifs. Le canon Hispano tirait un obus d'environ 130 grammes à environ 880 mètres s. Chaque obus contenait une charge explosive incendiaire qui détonnait à l'impact. Imaginez maintenant 4 canons, chacun tirant à une cadence d'environ 600 coups par minute. En une rafale de 2 secondes, durée de tir typique en combat. Un pilote de chasse déversait environ 80 obus dans l'espace aérien devant lui. 4 projectiles explosifs, chacun capable de perforer les fuselages en aluminium, de sectionner les câbles, de commande d'enflammer les réservoirs de carburant ou tout simplement de démembrer la structure de l'appareil. Les équipages de bombardiers allemands, aux commandes de ces appareils, l'ont appris à leurs dépens. Un Dornier des 17 pouvait encaisser des dizaines de balles de calibre fusil et rentrer à sa base avec un fuselage rafistolé. Il ne pouvait encaisser le tir simultané de 4 canons de 20 mm. Les premières victoires contre des chasseurs de pointe n'étaient pas des combats aériens au sens traditionnel du terme. C'étaient des exécutions. Les équipages de bombardiers rapportaient avoir vu le chasseur bimoteur s'approcher par derrière ou par en dessous, apparemment trop lent pour qu'on s'en préoccupe, puis leur appareil se désintégrait tout simplement. Les ailes se repliaient sur elles-mêmes lorsque les longerons étaient sectionnés. Les fuselages se brisaient en deux. Les moteurs prenaient feu et des ailes entières se consumaient en quelques secondes. Un pilote de la Luftwaffe ayant survécu à une attaque de chasseurs de pointe au-dessus de la Manche. En mars 1941, a décrit cette expérience lors de son débriefing. Il volait en tant qu'ailier dans une formation de J-8 revenant d'un raid, lorsqu'un chasseur de tête apparut en dessous d'eux, en pleine montée. Il supposa qu'ils avaient le temps de faire une manœuvre d'évitement. Le chasseur britannique ouvrit le feu à une distance qui semblait excessive, à plus de 300 mètres, et l'avion de son commandant qui le précédait explosa tout simplement. Pas de feu, pas de fumée, une explosion comme s'il avait été touché par la DCA. L'engagement dura à peine 4 secondes. C'est ce qui changea la donne. Le chasseur de tête n'avait plus besoin d'être agile lorsque ses cibles disparaissaient en un seul passage de tir. Si Bristol avait conçu une telle plateforme d'armement dévastatrice, c'était en grande partie à cause de la situation stratégique critique de la Grande-Bretagne. Au printemps et à l'été 1940, la RAF dut faire face à de multiples crises simultanées. Le Bombercommand avait besoin d'escortes à long rayon d'action capables d'accompagner les raids en profondeur. En Europe occupée, un rôle que les Spitfire et Hurricane, à l'autonomie limitée, ne pouvaient remplir. Le Coastal Command avait un besoin urgent d'avions capables de traquer les U-boats et de protéger les voies maritimes au large de l'Atlantique.
bien au-delà de la zone accessible aux chasseurs monomoteurs. Le Fighter Command, quant à lui, réclamait des chasseurs de nuit capables d'emporter les nouveaux radars d'interception. Aéroporté en cours de développement, un équipement trop encombrant et trop lourd pour les appareils existants. La solution traditionnelle consistait à concevoir un avion entièrement nouveau, un processus qui prenait généralement de 3 à 4 ans. De la conception à la mise en service, la Grande-Bretagne n'avait pas 3 ans à perdre. La France venait de tomber. La Luftwaffe se préparait au Blitz. Le ministère de l'Air avait besoin d'une solution immédiate, idéalement la veille. Leslie Evzer, concepteur en chef chez Bristol, prit une décision d'un pragmatisme presque téméraire. Construire un chasseur à partir des components existants et en production. Les ailes proviendraient directement du bombardier torpilleur Beaufort, un appareil déjà en service et en fabrication. L'empennage serait emprunté au bombardier léger Blenheim. Les moteurs seraient des Hercule Radio, déjà produits pour d'autres types d'avions. Même le train d'atterrissage serait adapté de modèles existants plutôt que conçu de toutes pièces. Il ne s'agissait pas d'ingénierie élégante au sens traditionnel du terme, mais plutôt de réutilisation architecturale appliquée à la conception d'avions. Cependant, le développement fut rapide. L'équipe de Friesa commença ses travaux en octobre 1939 et le premier prototype effectua son vol. Inaugural le 17e juillet 1940, soit 9 mois entre la conception et l'entrée en service. À titre de comparaison, le Messid Bf-110, le chasseur lourd allemand de référence, avait nécessité près de 3 ans entre sa conception initiale et sa mise en service. Les ailes Beaufort offraient un avantage inattendu. Conçues pour emporter une torpille de près de 900 kg sous le fuselage, elle bénéficiait d'une résistance structurelle bien supérieure à celle requise pour un chasseur classique. Cette structure robuste pouvait aisément supporter le poids et le recul de 4 canons de 20 mm et de 6 mitrailleuses logées dans les ailes. Le fuselage spacieux, rendu nécessaire par l'allongement du modèle de base du Beaufort, offrait suffisamment d'espace pour l'équipement radar, le poste, de l'opérateur radar et d'énormes réservoirs de carburant conférant à l'appareil une autonomie de plus de 2500 km. Bristol créa ainsi un chasseur presque par hasard, en réutilisant des composants de bombardier. Le Beaufighter était imposant, car les bombardiers le sont aussi. Il était robuste, car les bombardiers torpilleurs se doivent d'être robustes. Son autonomie était importante, car les avions de patrouille maritime en ont besoin. Rien de tout cela n'était optimisé pour le combat aérien traditionnel. Mais après tout, le Beaufighter n'était pas destiné à affronter des Messid Bf-109 au-dessus de la Manche. La première escadrille opérationnelle, la 25E, reçut ses Beaufighters en septembre 1940, à peine 14 mois après le début de la conception. Elle effectuait ses premières missions de combat dès la fin du mois. Concept au combat en un peu plus d'1 an, c'était sans précédent et c'était exactement ce dont la Grande-Bretagne avait besoin alors que les bombardiers allemands rasaient les villes chaque nuit. La décision d'installer 4 canons hispano sous le fuselage plutôt que de les répartir sur les ailes a marqué un tournant philosophique dans l'armement aérien. La plupart des chasseurs contemporains répartissaient leurs armes sur l'ensemble de la cellule afin d'éviter une concentration excessive de poids. Le Spitfire, par exemple, emportait ses 8 mitrailleuses réparties sur les 2 ailes. Le Messerschmitt Bf 109 était équipé de 2 mitrailleuses de capot et de 2 ou 3 canons d'aile. Cette repartition semblait logique d'une point de vue technique, elle équilibrate l'appareil et évitait la concentration des contraintes structurelles. Cependant, cette répartition engendrait un problème appelé convergence. Les canons d'aile devaient être légèrement inclinés vers l'intérieur afin que leurs faisceaux se croisent à une distance précise, généralement entre 200 et 300 mètres. Tirer plus près que ce point de convergence entraînait un écart entre les balles et la cible. Tirer plus loin les faisait diverger à nouveau. Il existait ainsi une faible marge de manœuvre où toutes les armes atteignaient le même point. Le chasseur à l'avant a éliminé ce problème.
ces 4 canons Hispano étaient logés dans un compartiment sous le cockpit. Les 4 canons étaient parallèles et séparés de quelques centimètres seulement. Il n'y avait pas d'angle de convergence, puisqu'il n'y avait rien à converger. Les obus suivaient une trajectoire quasi cylindrique. Un pilote visant une cible à 100 mètres plaçait ses obus dans le même espace qu'un pilote tirant à 400 mètres. Le cône de tir s'élargissait légèrement avec la distance en raison d'infimes vibrations des canons, des variations de munitions. Mais cet effet était négligeable comparé aux armes montées sur les ailes. Ce groupement serré multipliait l'effet destructeur de façon exponentielle. Imaginez 4 obus explosifs arrivant simultanément dans un espace de la taille d'une assiette. Le premier obus pouvait perforer le fuselage d'un bombardier. Le deuxième, arrivant quelques millisecondes plus tard, explosait contre une structure déjà fragilisée. Le troisième exploitait l'ouverture créée par les 2 précédents et pénétrait plus profondément à l'intérieur de l'appareil. Le quatrième suivait le mouvement et explosait dans un réservoir de carburant ou une soute à munitions. C'était une démolition séquentielle si rapide qu'elle paraissait instantanée. Le canon Hispano Mark II était lui-même une arme d'une grande sophistication. Conçu à l'origine par Hispano-Air en France, ce canon fut fabriqué sous licence. En Grande-Bretagne, avec des modifications visant à améliorer sa fiabilité. Chaque canon pesait environ 42 kg et mesurait approximativement 2,5 mètres de long. Les obus se declinent en plusieurs versions. Explosives incendiaires, semi-perforants incendiaires et munitions d'entraînement. La version explosive incendiaire, la plus couramment utilisée contre les aéronefs, contenait environ 11 grammes d'explosifs, une charge suffisante pour provoquer des dégâts considérables par fragmentation sur les structures en aluminium. La cadence de tir était telle que, lors d'une rafale typique de 2 secondes, 16 à 20 obus par canon atteignaient leur cible, soit un total de 64 à 80 projectiles. À titre de comparaison, la masse totale d'explosifs déversés en 2 secondes dépassait celle larguée par de nombreux bombardiers légers lors d'une seule attaque. Le chasseur-beau était en quelque sorte une pièce d'artillerie volante. 6 mitrailleuses supplementaires completaient el armament des cannons. 4 mitrailleuses Browning 17,7 mm dans les ailes et 2 autres dans la partie extérieure de l'aile droite sur certaines versions. Ces mitrailleuses n'étaient pas l'armement principal. C'étaient des armes psychologiques. Les balles traçantes des Browning indiquaient au pilote la trajectoire de ses tirs, l'aidant ainsi à corriger sa visée. Elles forçaient également les artilleurs ennemis à se baisser instinctivement, supprimant les tirs de riposte pendant les secondes cruciales où le chasseur de pointe s'approchait à portée de canon. Les équipages de la Luftwaffe apprirent rapidement à identifier le chasseur de pointe à son schéma d'attaque. On voyait d'abord des traces, les balles de mitrailleuse, créant des traînées lumineuses dans l'obscurité. Puis venaient les canons, et il était alors bien trop tard pour faire autre chose qu'espérer. Le renseignement militaire allemand, la Nahrungsbindung de la Luftwaffe, était fier de son évaluation approfondie des aéronefs. Lorsque des fragments d'un chasseur de pointe furent récupérés sur un lieu de crash près de Douvres en novembre. Dix 9 140. Elle équipait die Analyse fit sie qui elle faisait toujours. Mesurer, piser et calculer. L'envergure était de 17,63 mètres, nettement supérieure à celle du Bf 110, 16,3 mètres. Le fuselage mesurait 12,7 mètres, massif et cylindrique. Son poids estimé, environ 6800 kg à vide et près de 9500 kg en configuration de combat, était particulièrement révélateur. Les analystes effectuèrent leurs calculs et parvinrent à une conclusion qui semblait évidente. Un avion aussi lourd, avec une telle traînée, ne pouvait être manœuvrable. Le rapport qui circula dans les unités de la Luftwaffe début 1941 classait ce chasseur de pointe comme un chasseur lourd, insistant sur le terme lourd. Il notait que les 2 moteurs Hercule développaient une puissance substantielle, environ 1400 chevaux chacun, mais concluait que cette puissance était absorbée par la masse et la traînée de l'appareil. La vitesse maximale
est estimé à environ 515 km/h inférieur aux 560 km/h annoncés pour les Bf-110. L'analyse omettait tillement un point essentiel. Maniabilité et efficacité au combat ne sont pas synonymes, surtout d'Inuit. Les évaluations allemandes se concentraient sur le rayon de virage, la vitesse de roulis et l'accélération. Des paramètres pourtant cruciaux lors des combats aériens diurnes entre chasseurs monomoteurs. Apparemment, personne à la direction du renseignement n'a tenu compte du fait qu'un avion chassant des bombardiers la nuit avait des besoins différents. Un chasseur d'approche n'avait pas besoin de virer plus vite qu'un Hawk. Il devait s'approcher à moins de 300 mètres sans être détecté, atteindre une position de tir stable pendant 2 secondes et survivre au tir de riposte suffisamment longtemps pour s'échapper. Cette évaluation erronée s'est répandue dans les unités de bombardiers sous forme de briefing tactique. On a dit aux équipages que s'ils étaient interceptés par un chasseur d'approche, ils devaient tenter des virages serrés, car le lourd chasseur britannique était censé être incapable de suivre. Plusieurs équipages de Junker J-88 ont essayé exactement cela. Début 1941, et ont constaté que ce conseil était fatal. Le chasseur d'approche pouvait ne pas suivre un virage serré, mais il n'en avait pas besoin. Son pilote attendait simplement que le bombardier termine son virage et se stabilise, puis tirait dans la trajectoire prévisible. Les quelques secondes supplémentaires que le bombardier passait à manœuvrer n'apportaient rien, si ce n'est en faire une cible plus facile une fois redressée. Une analyse plus perspicace aurait relevé les véritables avantages tactiques du chasseur d'approche. Sa taille lui permettait d'emporter le radar AI Mark Fink, un appareil encombrant, d'environ 90 kg, nécessitant un opérateur dédié. Les chasseurs plus petits ne pouvaient accueillir cet équipement. Le fuselage spacieux permettait à l'opérateur radar de travailler efficacement, annonçant distance et les relèvements pour guider le pilote vers les cibles dans l'obscurité totale. Les Allemands connaissaient le radar aéroporté. Leur propre système Liechtenstein était en développement, mais ils n'avaient pas fait le lien entre la taille du chasseur de proue et sa capacité à embarquer une électronique sophistiquée. La robustesse structurelle conférée par l'utilisation des ailes de bombardier Bowurt permettait aux chasseurs de proue de piquer à grande vitesse sans risque de rupture. Plusieurs équipages de la Luftwaffe rapportèrent avoir été attaqués par des chasseurs de proue qui plongeaient à des vitesses terrifiantes, tiraient une rafale, puis utilisaient leur vitesse pour s'échapper avant que les mitrailleurs de défense ne puissent réagir. Les services de renseignement allemands rejetèrent ces rapports, les qualifiant d'exagération due au stress du combat, et insistant sur le fait que le poids du chasseur de proue rendait de telles tactiques impossibles. À la mi-1941, les rapports de pertes de la Luftwaffe révélaient une tendance inquiétante. Des bombardiers disparaissaient au-dessus de la Grande-Bretagne sans aucun contact radio, sans aucun appel de détresse, s'évaporant simplement des formations dans l'obscurité. L'examen ultérieur des épaves révéla des dégâts structurels massifs, compatibles avec des tirs de canon de gros calibre. Pourtant, l'évaluation officielle du chasseur des Avantreste Inchangé, lourd, lent, à éviter si possible, mais pas particulièrement dangereux s'il était engagé correctement. La vérité éclata au grand jour dans le ciel nocturne anglais tout au long de l'hiver 1940 et jusqu'en 1941. Les Blitz étaient à son apogée. Des formations de bombardiers de la Luftwaffe traversaient la Manche dense. L'obscurité se repérant grâce aux faisceaux radio pour frapper des villes de Londres à Liverpool. La défense nocturne britannique s'était avérée largement inefficace. Les projecteurs balayaient le ciel vide, la DCA tirait au moindre bruit et les chasseurs monomoteurs tâtonnaient dans l'obscurité, espérant tomber par hasard sur des avions ennemis. Les chances d'interception étaient infimes. À peine 2% des bombardiers allemands rencontraient une quelconque opposition. Le chasseur d'avant changea complètement la donne lorsqu'il fut associé au radar AI Mark. Le système fonctionnait en émettant des impulsions radio et en détectant les réflexions des objets métalliques, notamment les aéronefs. L'opérateur radar, assis derrière le pilote, observait un écran
cathodiques d'environ 20 cm de diamètre. Les cibles apparaissaient comme des points lumineux, leur distance étant indiquée par leur position sur l'écran. La portée maximale de détection variait considérablement selon les conditions atmosphériques, mais atteignait généralement 4 à 8 km pour les cibles bombardées. Le processus d'interception devint méthodique et non plus aléatoire. Les contrôleurs au sol guidaient le chasseur de tête vers la zone d'activité du bombardier grâce aux informations transmises par les stations radar de contrôle. Une fois à portée, l'opérateur radar embarqué prenait le relais annonçant les relèvements et les distances. Le pilote ajustait sa trajectoire en conséquence, réduisant l'écart tout en restant en dessous et derrière la cible, hors du champ de vision du mitrailleur du bombardier. À environ 300 mètres, le pilote établissait généralement un contact visuel, apercevant la cible comme une forme plus sombre sur le ciel nocturne. Il se mettait en position de tir, visait et déclenchait une rafale d'une durée d'environ 2 secondes. La suite était d'une régularité effroyable. Le bombardier ne perdait pas progressivement le contrôle et ne prenait pas feu lentement. L'appareil se désintégra. Le lieutenant Ronald Ashford, du 604 escadron, décrivit un engagement typique au-dessus du Kent le 19e janvier 1940 et 1. Son opérateur radar détecta un contact à 6 km, signala son approche et Ashford se rapprocha à vue. La cible était un Ankley 111, invisible pour son équipage resté au sol. Ashford se positionna à 70 mètres directement à l'arrière et légèrement en dessous, visa le centre du fuselage du bombardier et fit feu. La partie arrière du fuselage du Ankle se sépara de la partie avant. L'avion se brisa en 3 morceaux distincts et les débris tombaient avant même qu'Ashford n'ait relâché la détente. La combinaison du guidage radar et de la puissance de feu concentrée se révéla dévastatrice pour les équipages de bombardiers allemands qui ignoraient toute la traque dont ils étaient victimes, contrairement au combat de jour, où les avions pouvaient se repérer à des distances considérables. Les combats nocturnes étaient rapprochés et soudains. Le premier signe de la présence d'un chasseur en embuscade était souvent l'impact des obus de canon. Les mitrailleurs de défense n'avaient aucune possibilité de riposter, car ils ne voyaient jamais la menace. Le seul avertissement des bombardiers était le bref éclair de leurs canons, et à ce moment-là, l'appareil était déjà condamné. Entre novembre 1940 et mai 1941, les escadrilles de chasseurs d'avant revendiquèrent plus de 100 bombardiers abattus. Ces chiffres paraissent modestes, mais il faut les replacer dans leur contexte. Il s'agissait d'avions abattus de nuit, dans l'obscurité. Chacune de ces interceptions aurait échappé au système de chasse nocturne précédent. Les pertes de bombardiers allemands au-dessus de la Grande-Bretagne commencèrent à augmenter régulièrement. Les équipages signalèrent des rencontres avec des chasseurs de nuit bimoteurs d'une létalité sans précédent. L'effet psychologique se propagea au sein des unités de bombardiers de la Luftwaffe qui volaient dans l'obscurité, conscientes qu'un prédateur invisible pouvait les traquer, que le premier signe de sa présence serait le déchaînement d'obus explosifs sur leurs appareils. Le moral des troupes en fut profondément affecté. Certains équipages commencèrent à demander leur transfert vers des opérations de jour, où au moins ils pourraient voir les menaces approcher. Le chasseur d'avant n'avait pas besoin d'abattre tous les bombardiers. Il lui suffisait de faire en sorte que chaque équipage redoute la traversée de la Manche, sachant que le ciel nocturne britannique était redoutable. En février 1942, le chasseur d'étraves avait prouvé son efficacité redoutable contre les bombardiers. Mais le commandement côtier développait une toute autre application pour la puissance des feux concentrés de cet appareil et l'attaque des navires. 3 navires de ligne allemande étaient amarrés à Brest Harbor, sur la côte française. Les cruisers de bataille les Scharnhorst et Ganneau, ainsi que les cruisers Lord Prince Eugen. Ils s'y trouvaient depuis mars 1941 en réparation et représentaient une menace constante pour les convois de l'Atlantique. Les bombardiers britanniques avaient tenté à plusieurs reprises de les détruire, avec un succès limité et des pertes considérables, frustrés de voir ces précieux navires de guerre immobilisés.
Hitler ordonna leur rapatriement vers les ports allemands par la Manche. L'opération, baptisée Cerberus, était d'une audace frôlante, la témérité. Faire passer les navires d'Illigne par le passage le plus étroit de la Manche en plein jour, juste devant les défenses côtières britanniques. L'état-major de la marine allemande protesta, dénonçant un suicide. Hitler insista et la planification commença en janvier 1942. La flotte allemande appareilla peu avant minuit le 11 février, grâce à une conjonction de chance, de mauvais temps et de défaillance des radars britanniques. Elle ne fut détectée qu'en milieu de matinée le 12 février, alors qu'elle se trouvait déjà au large des côtes françaises, près de Luquette, naviguant à près de 30 nœuds, avec une imposante escorte de destroyers et de vedettes rapides. La Royal Navy et la RAF mobilisaient tous leurs moyens disponibles. Destroyers, vedettes, lance-torpilles, bombardiers et chasseurs, dans une tentative désespérée de les stopper. Des chasseurs d'attaque, des escadrons du commandement côtier, rejoignirent l'assaut tout au long de l'après-midi. Il ne s'agissait pas de chasseurs de nuit équipés de radars, mais d'avions, d'attaques armés de torpilles ou modifiés pour emporter des roquettes. Certains étaient équipés des 4 canons standards, d'autres avaient été modifiés avec une torpille unique fixée sous le fuselage. Les chasseurs lance-torpilles, des variantes spécialement conçues pour cet usage, s'approchèrent à ras des vagues pour viser les torpilles à moins de 1000 mètres. C'était le chaos absolu. Les chasseurs allemands, des Messerschmitt Bf-109 et des Focke FW-19A envahissaient la zone, abattant les assaillants avec une efficacité redoutable. Les tirs antiaériens des navires de ligne et de leur escorte formaient des murs de but explosants. La visibilité était mauvaise, avec des nuages légers bas et des averses de neige sporadiques. Malgré tout, les chasseurs lance-torpilles poursuivirent leurs attaques, perçant les lignes de défense pour atteindre les positions de lancement. Le lieutenant d'aviation James Pitcairn Hill commandait une formation de chasseurs lance-torpilles. De l'escadrille Ndigri 426, armés uniquement de canons, sans torpillas. Son escadrille attaqua l'écran de destroyer, tentant de neutraliser les tirs antiaériens et de créer des brèches pour les bombardiers torpilleurs. Son rapport d'après-action décrivait des tirs à bout portant sur un destroyer allemand, C. Obus ricochant sur la superstructure du navire, des explosions retentissant sur le pont. Les canons du destroyer se turent. Mais quelques instants plus tard, un autre navire ouvrit le feu et endommagea gravement son chasseur d'avant. Il ramena l'appareil au-dessus de la Manche et atterrit en catastrophe. À Manston, un moteur hors service et le fuselage criblé de trous. Les attaques à la torpille furent peu efficaces contre les navires de ligne eux-mêmes. Les Allemands s'attendaient à des torpilles, manœuvrant violemment et maintenant une vitesse élevée. La plupart des torpilles manquèrent leur cible. L'une d'elles toucha peut-être le chanot, mais n'explosa pas. La fiabilité des torpilles demeura déplorable tout au long de la guerre. Ce que les chasseurs d'avant réussirent à accomplir, c'est de démontrer leur efficacité contre des cibles navales dans les conditions les plus hostiles imaginables. L'opération Channel Dash fut un succès. Les 3 navires atteignirent les ports allemands, bien que les 2 croiseurs de bataille aient heurté des mines pendant la traversée et subi des dommages. Pour la Grande-Bretagne, ce fut un échec humiliant, avec de lourdes pertes parmi les avions d'attaque. Mais le commandement côtier tira des leçons cruciales en matière de tactique anti-navire. Le chasseur Bow pouvait survivre dans un environnement de combat naval s'il était employé correctement. Son armement de canons pouvait neutraliser les destroyers d'escorte. Sa construction robuste absorbait les dommages de combat qui auraient détruit des avions plus légers. Les leçons tirées de la traversée de la Manche furent appliquées avec un effet dévastateur en Méditerranée, où la géographie créa ce qui allait devenir le terrain de chasse idéal du chasseur Bow, les forces de l'Axe en Afrique du Nord, l'Africa Corps de la Royal Navy et les divisions italiennes avaient besoin de un ravitaillement constant à travers la Méditerranée, depuis les ports italiens jusqu'à Tripoli, Benghazi et Tobrouk. Chaque litre de carburant, chaque obus d'artillerie, chaque véhicule de remplacement devait traverser environ 400 km d'eau libre. La Royal Navy contesta ces routes
avec des sous-marins et des navires de surface, mais la Méditerranée était essentiellement un lac contrôlé par le Axe en 1940 et début 1942. Les bases aériennes italiennes et allemandes dominant la région centrale. Les chasseurs Beau commencèrent à arriver à Malte et dans les bases d'Afrique du Nord à la fin de 1941, initialement en petit nombre. Au milieu de l'année 1942, des escadrilles d'attaque complètes étaient opérationnelles, combinant chasseurs d'avant-garde et chasseurs d'avant-garde armés de pistolets pour des attaques coordonnées. Les tactiques évoluèrent rapidement, fruit d'essais et d'erreurs brutaux. Lors des premières attaques, les chasseurs d'avant-garde approchaient à moyenne altitude pour être décimés par le feu nourri de la DCA des navires marchands et de leurs destroyers d'escorte. Les pertes étaient effroyables. Certaines escadrilles perdirent jusqu'à 30% de leurs appareils en un seul mois. Puis, les équipages découvrirent que la robustesse des chasseurs d'avant-garde permettait des tactiques capables de détruire des avions plus légers. Ils commencèrent à approcher à ras des vagues, littéralement à quelques mètres au-dessus de la mer, restant indétectables par les radars et présentant des angles de tir impossibles pour les artilleurs antiaériens. À ces altitudes, la taille et le poids des chasseurs d'avant-garde devenaient des atouts. L'appareil restait stable dans l'air turbulent juste au-dessus des vagues, tandis que les chasseurs plus légers étaient ballottés et peinaient à maintenir une visée stable. Une attaque typique se déroulait comme une chorégraphie de violence. Les chasseurs d'avant-garde approchaient en formation serrée, chaque appareil étant espacé de quelques secondes. Le pilote de tête visa la ligne de flottaison d'un navire marchand et ouvrit le feu à environ 600 mètres. Ses 4 canons percèrent la coque. Les obus de 20 mm ne coulaient pas les navires à eux seuls. C'étaient pas des torpilles, mais leur efficacité était sans doute supérieure. Ils détruisaient les superstructures, l'équipement de la passerelle, tuaient les équipages des canons, anti-aériens, incendiaient les soutes à munitions et rompaient les conduites de carburant. Lorsque les 2e et 3e chasseurs de proue de la formation attaquèrent, les tirs défensifs avaient considérablement diminué, les artilleurs étant morts, blessés ou à l'abri du déluge d'obus. Les chasseurs de proue qui suivaient purent alors lancer leurs torpilles avec beaucoup moins de résistance. Cette combinaison se révéla extraordinairement efficace. Entre juin et novembre 1942, les escadrilles de chasseurs de proue opérant depuis Malte participèrent à des attaques qui coulèrent ou endommagèrent plus de 90 navires, totalisant environ 300 000 tonnes. Pour situer les choses dans leur contexte, les Allemands, durant la même période dans l'Atlantique, coulèrent environ 450 navires, soit un tonnage total de 2,3 millions de tonnes. Mais ils disposaient de centaines de sous-marins opérant sur l'ensemble de l'océan. Les chasseurs d'étraves méditerranéens, dont le nombre n'excédait jamais 60 appareils opérationnels, simultanément, atteignaient un ratio tonnage par plateforme supérieur à l'efficacité des U-boats. L'impact stratégique sur la campagne d'Afrique du Nord fut considérable. L'avancée du RML en Égypte s'enraya en novembre 1942, en partie à cause d'une situation d'approvisionnement devenue catastrophique. Les cargaisons de carburant n'arrivaient plus. Des convois de munitions brûlaient en Méditerranée. Les capitaines de navires marchands italiens refusèrent de prendre la mer sans une couverture aérienne massive que la Luftwaffe et la Regia Aeronautica ne pouvaient assurer de manière constante. Des documents allemands, capturés après la guerre, révélèrent qu'en octobre 1942, moins de 30% des approvisionnements expédiés d'Italie parvenaient aux ports d'Afrique du Nord. Le reste gisait au fond de la mer ou brûlait. Arthur Gilles, mécanicien de bord du 272 Escadron, tenait un registre personnel de ses pertes. Entre avril et septembre 1942, il participa à 43 attaques contre des navires marchands. Son carnet de vol en témoigne. Il attaqua 3 navires marchands au large de Lampedusa et en laissa 2 en flammes. Mais l'effet cumulatif représentait des milliers de tonnes de ravitaillement qui n'atteignirent jamais les forces de l'Axe. Multipliez cela par chaque équipage de chasseurs Beau opérant dans ce théâtre d'opération et l'ampleur du problème devient évidente. Tandis que les chasseurs Beau décimaient la marine marchande de l'Axe en Méditerranée,
un autre théâtre d'opération exigeait des capacités similaires à l'autre bout du monde. Les campagnes du Pacifique et d'Asie du Sud-Est présentaient des défis qui rendaient la Méditerranée presque anodine. Les distances étaient colossales. Une mission d'attaque pouvait couvrir plus de 1600 km aller-retour. Les climats étaient hostiles aux homes comme aux machines. L'humidité corrodateless, système électrique et la chaleur tropicale provoquaient la surchauffe des moteurs. La défense aérienne japonaise, en particulier ses chasseurs zéro, était un adversaire redoutable, capable de déjouer n'importe quel chasseur allié lors d'un combat tournoyant. La Royal Australian Air Force reçut ses premiers chasseurs, Beau fin 1942, l'escadron Enbro 30 étant équipé de Bristol Beaufort. Il ne s'agissait pas de chasseurs standards. Ils avaient été tropicalisés et modifiés pour les opérations dans le Pacifique. Les filtres à air avaient été agrandis afin d'empêcher l'ingestion de sable et de poussière lors des opérations sur les pistes d'atterrissage sommaire. Le refroidissement du moteur avait été amélioré grâce à des refroidisseurs d'huile modifiés. L'équipement radio avait été traité avec des revêtements résistants à l'humidité. Certaines versions étaient équipées de réservoirs de carburant supplémentaires pour accroître encore leur autonomie déjà impressionnante, dépassant ainsi les 6 heures. La version Mark Ventifin, spécifiquement conçue pour les opérations dans le Pacifique, commença à être livrée aux escadrilles début 1943. CS aparells importaient des torpilles comme leurs homologues méditerranéens, mais également des roquettes. 8 roquettes RP-3 sous les ailes, chacune dotée d'une ogive de 27 kg, la combinaison de 4 canons, 6 mitrailleuses, des roquettes et d'une torpille faisait du Mark Ventifin, l'un des avions monoplaces les plus lourdement armés de toutes les forces aériennes. Les opérations contre la marine marchande japonaise commencèrent véritablement au milieu de l'année 1943, se concentrant initialement sur des cibles autour de la Nouvelle-Guinée et de l'archipel de Bismarck. Les convois japonais ravitaillant les garnisons de Rabaul, Waiwak et Ley empruntaient régulièrement des routes le long des côtes de Nouvelle-Guinée, généralement de nuit, pour éviter d'être repérés. Les chasseurs Reef-Bow s'adaptèrent en effectuant des patrouilles à très basse altitude à l'aube et au crépuscule, interceptant les convois au crépuscule, moment où les chasseurs japonais étaient les moins efficaces. Une action particulièrement dévastatrice eut lieu le 2e mars 1943, lors de la bataille de la mer de Bismarck. Un convoi japonais de 8 transports, acheminant près de 7000 hommes en renfort, fut surpris à découvert par l'aviation alliée. Les chasseurs Reef-Bow du Certi escadron de la RAF attaquèrent en plusieurs vagues pendant 2 jours, mitraillant les ponts et neutralisant les tirs antiaériens, tandis que les bombardiers américains attaquaient à moyenne altitude. Le convoi fut entièrement anéanti. Les 8 transports et 4 destroyers furent coulés. Selon les estimations japonaises, moins de 1,0000 soldats survécurent. Bow fighter pilots reported that their cannon fire was visible, tearing through transport ships' superstructures, starting fires that spread rapidly through wooden structures and ignited fuel stores. By late 1943, bow fighter operations extended westward into Burma, targeting Japanese shipping in the Bay of Bengal and along Burma's coast. Number 27 Squadron operated from bases in eastern India, flying strikes against vessels supplying Japanese forces in Rangoon and along the Arakan coast. The distances were punishing. Some missions required flying over 900 kilometers to reach targets, engaging in combat, then returning with barely enough fuel to land. The Japanese quickly learned to respect the bow fighter firepower. Captured documents from mid-1944 showed Japanese naval commanders instructing convoy escorts to scatter immediately. If attacked by twin-engine fighters, as concentrated defensive formations simply attracted more devastating concentrated fire. Ships were ordered to beach themselves if damaged rather than remain at sea where bow fighters could finish them. Wing Commander Mick Kerr of No. 31 Squadron described the typical effect of a rocket cannon attack on a Japanese cargo vessel in his combat report from August 1944.
His flight attacked a medium-sized merchant ship off Ambon. The first Beaufighter rockets struck the waterline, the explosions punching meter-wide holes through the hull. Kerr followed immediately, raking the deck with cannon fire from bow to stern. The vessel was listing heavily and burning when they departed. It sank within 10 minutes, according to Allied intelligence reports compiled from Coast Watcher observations. The final German intelligence assessments of the Beaufighter compiled in late 1944, after 4 years of combat encounters, bore little resemblance to those dismissive early reports. The revised analysis acknowledged what Luftwaffe crews had been reporting for years, that the Bristol Beaufighter represented one of the most lethal aircraft they encountered. Not despite its weight and lack of maneuverability, but precisely because those characteristics were irrelevant to its tactical employment. One captured German document from January 1945, written by a Luftwaffe training officer for bomber crews, contained a remarkable admission. It stated that Beaufighter attacks were invariably fatal if the aircraft achieved firing position, that evasive maneuvers provided no reliable defense, and that the only effective counter was to avoid interception entirely through better routing and timing. The document explicitly instructed crews to abandon the notion that they could outturn or outrun a Beaufighter once engaged. The best hope was to spot it early enough to dive into clouds or terrain, breaking visual contact before the British pilot could align his cannons. This wasn't defeatism. It was hard-won tactical realism. By late war, Luftwaffe loss records showed patterns that were statistically undeniable. Bombers attacked by Beaufighters rarely survived. The kill-to-damage ratio was extraordinary, whereas encounters with single-engine fighters might result in damage that allowed aircraft to return to base. Beaufighter encounters typically ended with total loss. The four-cannon arrangement simply didn't leave aircraft airworthy after a firing pass. The psychological dimension became as significant as the physical destruction. Bomber crews flying over the North Sea or Mediterranean developed acute anxiety about twin-engine silhouettes. Every shadow might be a Beaufighter. Every distant aircraft required identification. Precious seconds of attention diverted from navigation or formation keeping. Japanese naval crews in the Pacific reported similar fear. The distinctive sound of Hercules engines approaching at low level meant incoming devastation with no effective defense. British records documented the Beaufighter combat achievements across all theaters. The aircraft flew operationally from September 1940 through to the end of the war, August 1945. Total production reached approximately 5,900 aircraft across all variants. Confirmed kills exceeded 5,700 enemy aircraft, most of them bombers destroyed at night. Shipping losses attributed to Beaufighter attacks exceeded 600 vessels, totaling over 1 million tons. These numbers don't capture near misses, damaged ships that later sank, or aircraft that crashed trying to evade Beaufighter attacks. The cost was substantial. Over 800 BU fighters were lost in combat operations, with roughly 2,000 crew killed or captured. But the exchange ratio remained overwhelmingly favorable. For every Beaufighter lost to enemy action, the type destroyed nearly 7 enemy aircraft or multiple ships. Few aircraft in any air force achieved comparable effectiveness ratios. Perhaps the most telling vindication came from post-war interviews with surviving Luftwaffe pilots. Hermann Graf, a German fighter race with over 200 victories, stated in a 1948 interview that the Beaufighter was among the most feared Allied aircraft from a bomber crew's perspective, specifically because its attacks were so brief and decisive. He noted that pilots might survive being shot up by fighters that made multiple passes, but Beaufighter attacks allowed no such opportunity. The Germans had called it heavy and slow as though those were weaknesses. They were simply characteristics of an aircraft designed for a specific mission, carrying radar, cannon,
and fuel loads that smaller fighters couldn't manage, then using that equipment to destroy targets in single overwhelming attacks. The bow fighter didn't need to dogfight. It needed to kill efficiently, and at that task, it proved utterly, terrifyingly effective. Those 4 cannons rendered debates about maneuverability entirely academic. When 80 explosive shells arrived simultaneously,